Au CIMI 2024, sur le plateau de BITV, nous avons la chance d'être rejoints par M. Alexandre Vodka, qui est Head of Investment France chez Savills. Alexandre Vodka, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Je vous en prie. Vous Merci. êtes Head of Investment France chez Savills, ça veut dire que vous dirigez l'investissement bureau au sein de la société. Tout à fait. Vous êtes la bonne personne à qui poser cette question. On remarque évidemment, c'est pas une surprise pour beaucoup de gens, une année 2024 encore très atone en termes d'investissement et particulièrement sur le secteur du bureau. J'ai envie de vous demander quels sont justement les principaux facteurs qui expliquent, on va dire, ce repli des investisseurs par rapport à un secteur qui était encore récemment la classe d'actifs reine des investisseurs immobiliers? Eh bien, on assiste à une conjonction de phénomènes inédites. Je crois que personne n'a vécu dans notre industrie. On pourrait dire quand le conjoncturel rencontre le structurel, et un mauvais conjoncturel et un structurel pas très favorable, eh bien ça exacerbe les phénomènes et on se retrouve avec une crise totalement inédite, comme peu l'ont vécu. Il y a d'abord un phénomène, bien sûr, de surproduction. En réalité, notre industrie, dans son ensemble, et il faut l'avouer, a vécu sur une surproduction. Et aujourd'hui, on se retrouve avec environ 10% de locaux vacants, officiellement, et malheureusement avec une demande placée qui va s'établir entre 1,7 et 1,8 million de mètres carrés par an, alors que avant la crise, la moyenne décennale était autour de 2,2. Et bien on a ni plus ni moins un demi-million de mètres carrés de bureaux en moins tous les ans, structurellement, qui ne vont plus se louer. Donc dans une industrie qui a vécu, on va dire, confortablement avec un phénomène de surproduction, eh bien la crise actuelle révèle cet élément, révèle ce facteur. À cela s'ajoutent des éléments sociologiques. Un certain nombre, avant on disait, un bon immeuble est un immeuble loué. Aujourd'hui et malheureusement demain, on aura des bons immeubles qui ne se loueront pas. Pour une raison simple, c'est que le critère aujourd'hui chez les utilisateurs, c'est live, work, play. Et il y a d'excellents immeubles pourtant proches de transports en commun qui malheureusement ne sont plus dans le radar des utilisateurs. Et c'est voilà, donc malheureusement on assiste à ce phénomène qui arrive dans un moment où en plus la croissance des taux d'intérêt a créé un problème sur la valorisation intrinsèque des biens. Et on se retrouve voilà, avec des investisseurs qui disent au fond, pourquoi je devrais acheter des bureaux alors qu'une année maintenant exceptionnelle sera 2 millions de mètres carrés placés, alors qu'avant c'était une très mauvaise année de ne placer que 2 millions de mètres carrés. Donc on se retrouve sur un système de valeur un peu inversé et c'est pour cette raison que les investisseurs pour l'instant restent extrêmement prudents sur la classe d'actifs bureaux. Je suis content que vous parliez de valorisation. En effet, depuis 2 ans, on entend souvent des observateurs de marché nous dire que les vendeurs et les acheteurs n'arrivent pas à s'entendre sur une valeur commune au moment de négocier une transaction immobilière et particulièrement en bureau. Est-ce que justement le repricing observé depuis 2 ans avec des corrections de valeur qui ont pu atteindre parfois 20, 30, 40, voire plus en termes de pourcentage, est-ce que c'est de nature justement à favoriser peut-être un retour de la liquidité sur le marché ou est-ce que je suis juste un peu trop optimiste? Non, alors en réalité, on assiste, avant il y avait une forme d'homogénéité des investisseurs au sens où ils s'intéressaient à toutes les classes d'actifs bureaux un peu partout. Par exemple, les investisseurs corps, du moment qu'un immeuble était récent ou neuf, loué, proche d'un transport, quelle que soit la localisation, ils pouvaient le regarder. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc on a une forme de dissociation des investisseurs avec, je dirais, on n'ira pas jusqu'à qualifier le périphérique de mur de Berlin, mais c'est un peu ça. On a une forme de monde parisien avec une effervescence, avec de l'attraction et justement, pour reprendre votre question, avec maintenant et depuis cet été, de la compétition, de l'argent court international qui revient. On l'a vu, on est passé de 1, 2 jusqu'à 8, parfois plus d'investisseurs qui écrivent, qui bident sur des actifs parisiens et même parfois en dehors du CBD. On l'a vu avec Norges dans le quartier Montparnasse. On le voit avec Deka, place de la Nation sur l'Est parisien. À chaque fois, ce sont des immeubles incontestables, neufs, 100% loués, multilabellisés. Donc on voit qu'on commence à voir
un petit peu de diffusion de l'argent core en dehors du CBD, justement pour aller chercher du taux, et de la forte compétition sur les meilleurs actifs parisiens. En revanche, lorsqu'on sort du périphérique et qu'on est sur des secteurs y compris recherchés, comme par exemple le 300 Ouest. Là, on assiste à une sorte de raréfaction des investisseurs, y compris core, sauf certaines SCPI qu'on appelle les SCPI high yielding, oui. Et qui, là, profitent, on va dire, d'un effet d'aubaine pour essayer de se positionner sur des très très bons immeubles, mais à des taux très élevés. Oui. Du fait de l'absence des investisseurs classiques qui maintenant ne regardent, les investisseurs core qui ne regardent que Paris intramuros. Donc on a deux mondes finalement qui ne se parlent, deux mondes de l'investissement core qui se regardent mais qui ne se parlent plus vraiment, qui ne communiquent plus, avec une forme de mur, un peu un vrai mur de marché entre ces deux mondes. Donc oui, en même temps il y a quand même un autre phénomène qui est très humain, le déni. Effectivement, lorsqu'on vous dit tu es plus riche, tout le monde dit oui, tu es plus pauvre, ah non. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les baisses de valorisation font que, surtout quand un immeuble est loué, je ne suis pas obligé de le vendre, pourquoi je le vendrais à perte? Donc il ne faut pas oublier que, j'ai envie de dire, même s'il y a 10% de vacances, ça veut quand même dire qu'il y a 90% de remplissage. Donc quand vous avez en moyenne votre patrimoine rempli à 90%, vous n'avez pas non plus nécessairement envie de cristalliser une perte, notamment si c'est de l'argent public, par exemple les SCPI, ouais. Ou si ce sont des fonds qui ont tout simplement le temps d'attendre. Le dernier élément important quand même dans votre question, c'est le financement. Toutes les opérations qui ont été financées entre 2018 et 2020, on va dire pré-crise, pré-Covid, etc., sont sur des durées de 5 ans. Et toutes ces dettes ont été étendues de 18 mois à 2 ans. Du refinancement. Oui, mais en fait, la plupart des banques ont accepté de, non pas refinancer, mais prolonger les financements, c'est-à-dire étendre de 18 mois à 2 ans. Ce 18 mois à 2 ans, ça nous amène vers 2025-2026. Donc j'ai envie de dire, le moment de vérité bancaire sera plutôt en 2025, plutôt deuxième moitié 2025 et 2026, où là on va avoir un nouveau moment où un certain nombre d'immeubles, souvent très bons ou moins bons, ont été refinancés, et là la banque va se poser la question. Donc probablement qu'il va se passer quelque chose. À ce moment-là, vous connaissez notre feu Bernard Tapie qui disait: quand tu dois 1 million à ta banque, tu as un problème. Quand tu dois 1 milliard, c'est la banque qui a un problème. Donc voilà. Et donc on a exactement ce phénomène que l'on vit actuellement en immobilier. D'accord, merci. Et justement, si on fait un exercice de projection, c'est la saison des notes prospectives pour 2025. Beaucoup d'observateurs nous parlent de signes peut-être d'optimisme prudent par rapport au marché européen. En France, nous, on focalise énormément, évidemment, sur l'incertitude politique et donc économique qui en découle. Est-ce que la France est positionnée peut-être pour profiter d'une certaine forme de rebond qu'on espère à l'échelle européenne, ou est-ce que justement ce nuage qui plane au-dessus du marché est de nature à peut-être nous empêcher de profiter? D'accord. Alors on a des vrais signes on va dire qu'on a des vrais signes, non pas de reprise incontestable, mais des signes de bons signes, on va dire. Okay. On pourrait dire ça comme ça. Des débuts de bons signes. Des débuts de bons signes, voilà. D'abord, il y a un certain nombre de pays où on commence à avoir une vraie reprise en termes de marché de l'investissement. L'Espagne, le UK, l'Irlande, voilà. Donc déjà, et en général, ça commence souvent par les pays anglo-saxons, là on a en plus l'Espagne, donc c'est plutôt bien, voilà, parce que ces pays ne peuvent pas concentrer la totalité des capitaux qui souhaiteraient s'investir en immobilier d'entreprise. Premier point, on va quand même avoir, alors de façon un peu lente, mais néanmoins a priori incontestée, encore une baisse des taux. Et donc la baisse des taux, c'est l'un des premiers facteurs qui permet de recréer de la liquidité sur un certain nombre d'actifs. De rendre la dette relutive. Exactement. Alors, il y a un petit effet pervers, c'est que si la dette est moins chère, le refinancement est moins cher. Et comme sur certains immeubles on perd beaucoup, en refinançant, on peut encore une fois mettre un petit peu la poussière sous le tapis et peut-être refinancer. Donc la baisse des taux, ça sera pour les acheteurs un moyen d'acheter dans des meilleures conditions, mais pour les propriétaires qui ne voulaient pas vendre, un moyen de continuer à ne pas vendre et de continuer à refinancer dans des meilleures conditions. Donc de dire que ça va nécessairement générer systématiquement un flux phénoménal de capitaux et un effet de levier, c'est pas encore une totale évidence. Ensuite, alors, sur l'aspect politique, oui, la France a une particularité, c'est qu'on a une crise politique actuellement, incontestablement, et c'est vrai que en 2026,
tout le monde va penser aux élections présidentielles. Bon. Avec mes 30 ans d'expérience, je n'ai jamais vu les investisseurs s'arrêter de travailler pendant les vacances, allez, sauf entre Noël et les jours de l'an, et entre le 1er et le 15 août, ils n'ont jamais arrêté de travailler. L'immobilier, vous savez, c'est le temps long. Ouais. C'est le temps long. On n'achète pas un immeuble pour le revendre 6 mois après. Donc de toute façon, un bon immeuble, il passe les crises, il passe au-dessus des nuages. Quand vous achetez avec un bail 9 ans ferme ou 12 ans ferme, on peut dire qu'il sera encore loué lorsque le futur président n'aura déjà plus le droit de se représenter. Donc, donc en réalité, voilà, on a quand même en France des atouts absolument incroyables. Paris n'est pas une ville comme les autres, c'est une ville-monde. La seule ville comparable, c'est Londres. Ouais. Elle concentre à la fois le pouvoir politique, économique, culturel, un réseau de transport incroyable. Berlin, la capitale allemande, n'a absolument pas le réseau de transport mondial. Berlin n'est pas connecté au monde, alors c'est la capitale de la première puissance économique européenne, elle n'est pas connectée au monde comme nous sommes. Et puis, nous avons des phénomènes, je parlais tout à l'heure des phénomènes sociologiques qui font évoluer le regard sur la classe d'actifs bureaux, mais n'oublions pas, et parfois que des décisions qui ont été prises il y a quelques années auront des conséquences très positives sur nous et on ne les voit pas. Sous nos pieds, on a tout simplement 190 km de tunnels actuellement en construction, 3 tunnels sous la Manche. On aura 68 nouvelles gares, dont la plupart seront des hubs. On aura en tout 210 km de nouvelles stations, de voies ferrées à l'échelle de la région parisienne. Donc on va quasiment doubler le réseau de transport sur une ville qui, quand on se balade, on n'a pas l'impression d'avoir longtemps à chercher sa station de métro. Donc on a 35 milliards d'investissements juste en infrastructure transport qui sont déployés depuis 2020 et qui seront déployés donc jusqu'en 2035. Donc 2035 pardon. Donc en fait, c'est absolument incroyable. Il n'y a pas beaucoup de villes au monde qui peuvent se prévaloir d'investir 35 milliards d'euros pour améliorer leur transport qui fondamentalement n'avaient pas besoin. Donc c'est absolument exceptionnel et mon pari, c'est qu'il n'y aura pas 68 nouveaux secteurs tertiaires. En revanche, ça va probablement beaucoup mieux qualifier des secteurs qui aujourd'hui sont un peu délaissés, car pour la première fois, on pourra aller d'un point A à un point B en Ile-de-France sans passer par Paris. Oui. Typiquement, aller de Saint-Ouen à la Défense ou de tout le secteur Montrouge à la Défense en quelques minutes. Donc voilà, donc on a quand même des bonnes nouvelles devant nous, à la fois structurelles, enfin en termes d'infrastructure, de la baisse des taux. On commence à voir de l'argent international qui revient, de l'argent corps international, et évidemment l'argent value-add est toujours là. Sur les différents immeubles qui ont été mis sur le marché récemment, le nombre d'offres se compte en dizaines lorsque c'est à Paris et sur 1 à 2 doigts de la main lorsque c'est en dehors de Paris. Ouais. Nous, chez Savills, nous n'avons jamais eu un mandat sans offre. Sur tous nos mandats, nous avons systématiquement eu des bidders. Okay. Ensuite, les immeubles ont parfois été retirés de la vente parce que voilà, on n'atteignait pas les valeurs, c'était le marché. On n'est pas plus fort que le marché, mais on est là pour le faire s'exprimer. Et on a toujours eu des expressions de marché. Donc, il y a toujours des gens pour acheter du bureau et pour y croire. Donc, quelques raisons d'afficher un certain optimisme prudent. Exactement. Merci Alexandre Vodka. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au CIMI 2024 sur BITV.